Les dettes souveraines européennes, les résultats américains et l'inflation chinoise, voici quelques-uns des thèmes qu'on va aborder tout de suite avec Franklin Pichard. Franklin, bonjour. Bonjour Thomas. Je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourtant, on a l'impression qu'on va parler encore des mêmes choses et on commence ici avec l'Europe et le problème des dettes souveraines. Alors, on le sait, ça ne va pas se résoudre en un claquement de doigts, mais on a l'impression que ça se détériore, la situation. Oui, voilà, c'est ça. Non seulement ça ne va pas se régler d'un claquement de doigts, mais on a le sentiment, là, depuis quelques semaines, que la situation s'aggrave. Et c'est un petit peu ça qui perturbe les marchés. Alors, la Grèce, on va y prendre dans l'ordre. On a l'impression qu'il y avait un deal, la nouvelle tranche de 12 milliards a été votée, tout va bien. Et puis, on se revoit lundi matin, au moment où on enregistre cette émission en urgence. Il faut trouver des solutions. Toujours beaucoup de cacophonie et de lignes directrices qui manquent. Oui, parce qu'on savait de toute façon que la tranche de 12 milliards n'était juste faite que pour pallier aux besoins de juillet et du mois d'août. Et en septembre, il fallait à nouveau de toute façon se revoir et obtenir des financements supplémentaires. Donc c'est un peu un serpent de mer, on n'en voit pas la fin. Et on a l'impression que les agences de notation ont réussi finalement à troubler le jeu ou à dicter leur loi, puisque en disant que même si on s'arrangeait avec des plans à la française, on allait être en situation de défaut. Et on a l'impression que c'est ça qui est en train de faire jour. Finalement, le mot défaut n'est plus tabou. Le mot défaut n'est plus tabou puisque, effectivement, là encore, le plan français ne semble plus avoir la faveur de la zone. Ce serait peut-être plutôt le plan allemand. Et le plan allemand prend en compte une certaine forme de défaut de la Grèce. Alors c'était ce qui était redouté par tout le monde. Quelles peuvent être les conséquences si en effet on a le tampon défaut, même s'il n'est qu'en partie sur la Grèce? Les effets collatéraux. Alors les effets, justement, il risque de ne pas y en avoir à court terme parce qu'on va jouer sur les mots. On l'a vu, on continuera de payer puisque ce serait qu'un défaut partiel. Et on a bien dit aussi, la BCE l'a précisé, qu'on ne paierait plus que quand les trois agences de notation auraient mis en défaut la Grèce. Ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Et on a l'impression qu'on gagne du temps. On gagne toujours du temps. On a les politiques qui savent qu'ils peuvent encore faire passer leurs idées, leur fédéralisme, pas de fédéralisme, la défense vis-à-vis des électeurs, parce que plus on avance aussi, les élections vont se rapprocher en France et ailleurs. Donc c'est vrai que c'est une partie de billard très très compliquée. Avec les stress tests aussi qui se profilent. Le 15 juillet, on aura le résultat pour les 90 grands établissements financiers européens. Alors là encore de la polémique. Est-ce que c'est l'école des fans? Tout le monde va recevoir une bonne note avec les mauvaises langues qui disent « bah oui, c'est normal, ils ne mettent pas dans l'équation des conditions extrêmes comme un défaut ». Oui, alors c'est peut-être moins conciliant que la première fois. C'est vrai que là, on a 91 banques, les stress tests ont été faits de façon un petit peu plus ferme et un petit peu plus rigoureux. Moody's n'hésite pas à dire que 31 banques sur les 91 ne devraient pas réussir ces tests. Qu'est-ce qui va se passer alors si elles ne réussissent pas, pour celles qui seront étiquetées comme mauvais élèves? Alors les ministres des Finances se sont déjà réunis. D'abord, on attendait ces résultats pour mardi, le 12. Les ministres des Finances se sont déjà réunis pour pallier et éviter que ça crée à nouveau une panique sur les marchés. Eh bien, les États seront là. Les gouvernements ont annoncé que si jamais des banques ne réussissaient pas ces tests-là, eh bien, forcément, ces banques rencontreront des difficultés pour se financer sur les marchés. Eh bien, les États seront là pour assurer la liquidité et fournir le cash, un petit peu comme en 2008, quand on a eu cette très grave crise du secteur bancaire. Eh bien, les États seront là et assureront la liquidité. Donc, on n'aura pas de faillite bancaire. La liquidité et le fonctionnement du secteur sera assuré. Ce serait quoi votre pire cauchemar pour cette situation? On a l'impression que rustine après rustine, on essaye de colmater les brèches. Et voilà, est-ce que dans vos pires cauchemars, vous dites ça peut exploser, ça peut couler?
Écoutez, j'arrive pas à faire des cauchemars, donc je suis pas, je sais pas comment vous suivre sur ce scénario. Moi, je vais vous dire, ma principale inquiétude, en tout cas, ce serait qu'on ait une conjonction de tout ce qui va un peu mal en ce moment et qu'on met dans la seringue, aussi bien du côté des États-Unis avec le ralentissement de la croissance, on a évoqué ou on l'évoquera le chômage, la partie européenne où là on voit que on a une sorte de cacophonie qui maintenant, au-delà des mots, se traduit financièrement par une pression de plus en plus accrue. On est vraiment le dos au mur et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et effectivement, mon cauchemar, c'est cette absence de solution, cette absence de réponse qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Alors, vous parlez des États-Unis, la croissance, en effet, le chiffre vendredi dernier de l'emploi américain était clairement décevant, 18 000 créations d'emplois. Il en faudrait beaucoup plus pour redonner de la vigueur à ce marché du travail américain. Comment est-ce que vous l'analysez? Comment est-ce que vous percevez ce mauvais chiffre, qui était une surprise, parce qu'on avait eu l'ADP la veille, qui était plutôt bon? Voilà, alors la veille, on avait le rapport ADP qui était très bon, donc on attendait cette journée de vendredi plutôt sereinement. Et puis là, la douche écossaise, à 14h30, on a des résultats qui sont catastrophiques, un chômage qui est en hausse à 9,2 alors qu'on l'attendait à 9 et à 9,1 le mois précédent. Clairement, c'est un petit peu le scénario du pire, parce que on s'attend et on attend une croissance américaine un peu soutenue pour tirer le reste de l'économie mondiale, puisque on compte un peu moins sur l'Asie en ce moment, un peu moins sur l'Europe, et le focus se faisait toujours autour des États-Unis. Et bien là, à nouveau, nos espoirs sont un petit peu déçus. On a l'impression que les Américains deviennent européens quelque part, on pourrait dire. Je ne sais pas s'il faut leur souhaiter, mais ils s'enfoncent dans une léthargie européenne, pas beaucoup de croissance, des dettes qui montent, avec aussi là un problème, le plafond de la dette. Oui, alors l'avantage qu'ils ont sur nous, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se réunir à 8, à 27 autour d'une table. Les décisions se font d'une seule voix. Ça permet une réactivité. Démocrate, c'est un peu grec-allemand. Alors on a un petit peu là actuellement un petit défi entre la Chambre des représentants et le Congrès. On a eu, on l'avait peut-être déjà évoqué, ce précédent sous l'ère Clinton. Si on ne relève pas le plafond, eh bien évidemment, on va renvoyer les fonctionnaires chez eux, on ne paiera pas les dépenses de santé, on ne dépaiera rien. Ça avait coûté $1 milliard en 97. Ça, c'est un scénario qui est possible. C'est un scénario qui s'est produit, ils peuvent aller jusque-là. La seule chose, c'est que comme ils sont déjà allés jusque-là une première fois, ils vont peut-être pas recommencer une deuxième parce qu'ils savent ce que ça leur coûte de ne pas s'entendre. Alors on parle d'un accord à minima, remonté un petit peu, mais que Obama s'engage sur des réductions de dépenses. C'est ce qu'il a déclaré ce week-end en disant qu'il allait regarder les dépenses de santé et autres. Donc c'est vrai que c'est un sujet, ils ont plusieurs sujets, ils ont les créations d'emplois, la croissance, ils ont leur déficit. Est-ce que les résultats du T2 vont être une bouée de sauvetage, ou est-ce que là aussi on risque d'être un peu compliqué? Eh bien, c'est effectivement le sujet sur lequel on se disait, bon, comme ça va peut-être pas aller trop mal, on va avoir ce lundi Alcoa, qui a priori devrait être très bon, parce que les matières premières, l'aluminium, tout ça devrait permettre à Alcoa de sortir de bons résultats. Là encore, on serait cueilli à froid si les résultats d'Alcoa n'étaient pas bons. Mais plus généralement, on s'attend à des révisions. On sait que une soixantaine d'entreprises contre 40 au T1 vont annoncer des prévisions revues à la baisse. Donc là aussi, on s'attend à quelque chose de moins bon. Les bénéfices par action devraient être revus en baisse, les ratios en général devraient être un petit peu plus mitigés. On mettra dans le T2 l'ensemble de ce qu'on a pu vivre au quotidien. Il reste à espérer que l'été ne soit pas trop pluvieux, parce qu'avec toutes ces bonnes nouvelles. On termine avec l'Asie, l'inflation chinoise aussi, qui est un petit peu inquiétante. Oui, 6,4% en juin, mais le Premier ministre chinois continue de rassurer les places en disant c'est une préoccupation, ça n'est pas la seule, mais on arrive comme ça en remontant les taux et à essayer de contrôler cette inflation. C'est vrai que pour le moment, ça ne délivre pas véritablement l'objectif à atteindre, mais on est convaincu que, en tout cas côté chinois, ils
arriveront à piloter les problèmes d'inflation et de croissance. Dans tout ce que vous nous expliquez, on n'a pas l'impression qu'on a la solution pour sortir de l'ornière qu'on voit depuis quelques mois maintenant, entre 3006 et 4002 sur l'indice CAC. On n'a pas l'impression, dans ce qu'on vient de se dire, que l'hirondelle fait partie de ces arguments. Oui, alors le printemps est derrière nous, donc les hirondelles sont passées, ça y est, mais c'est vrai Qu'est-ce qu'il faut espérer là c'est vrai que notre scénario, c'était de dire, on savait qu'on avait un T2 qui était un trimestre un petit peu de consolidation et puis là, à la lumière de tout ce qu'on a comme sujet sous le coude en ce moment, on se dit mais on attendait un redémarrage pour le deuxième semestre, on attend une vraie croissance à partir du dernier trimestre, etc. Eh bien, il est clair qu'avec tout ce qu'on évoque en ce moment, on a beaucoup plus d'incertitudes. Et puis, quand on regarde le côté positif, le bon côté de la balance, eh bien, on n'a pas grand-chose à mettre dedans à court terme. Et c'est ça qui pèse énormément sur les indices. On n'arrive pas à valider ces scénarios de 4000 pour viser mieux, viser autre chose. Donc, à 4000, clairement, on considère que tout est dans les cours et on prend ses bénéfices. C'est plutôt ça le scénario actuel. Dernière question, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous regardent, qui vont partir en vacances et essayer de prendre un peu de distance? Il faut rester avec son BlackBerry connecté en permanence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, alors les particuliers, on le sait, partent pleins de bonnes intentions, mais une fois à la montagne, le BlackBerry ne passe pas forcément et à la plage, on a d'autres préoccupations. Déjà, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est ceux qui ont des positions sur le SRD avec toutes sortes d'effets de levier, c'est de couper tout ça, c'est de prendre leurs bénéfices sur les lignes en très forte plus-value, et puis peut-être, quand on a des lignes en plus-value, je pense à un titre comme LVMH, par exemple, qui est assez plus haut. On a des secteurs qui sont vertueux sur la cote, le luxe, par exemple. Eh bien, vous vendez vos titres, vous achetez un tracker, vous mettez 10% de votre vente sur un tracker et vous passerez l'été avec un potentiel d'appréciation qui sera équivalent à celui de vos actions. En tout état de cause, soit alléger, soit se protéger et se couvrir, mais il faut faire attention aussi aux instruments de couverture qui parfois peuvent coûter beaucoup plus cher que le risque réel du marché. Merci Franklin pour ces éclairages et puis on se dit à la rentrée. À la rentrée. À bientôt. Au revoir, bientôt.